Bonjour à toutes et à tous, Valentin Offrand avec vous, très heureux de vous retrouver pour cette interview spéciale avec Trend France, qui nous présentera eh bien sa vision du trading, sa philosophie du trading. Donc voilà, j'ai le plaisir de l'accueillir dans ce webinaire très spécial. Merci à toi, Trend France. Donc je te laisse Bonjour, te présenter. Voilà. avec Alors, plaisir. on va commencer par l'avertissement égal ce risque et ensuite, bien écoute, nous commencerons dans le vif du sujet avec cette interview. Alors, comme d'habitude, chers auditeurs et auditrices, le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, alors, Christophe, je te laisse te Oui, présenter en quelques. Voilà, je te laisse te présenter. ok, bonjour. Grosso modo, je suis Christophe, j'ai 46 ans. Qu'est-ce qui peut être intéressant à savoir? Je suis entrepreneur, donc je suis à mon compte depuis 2001 dans le marketing sur Internet. Je travaille de la maison, ce qui me permet d'avoir du temps libre pour d'autres activités comme celles que vous connaissez. J'ai appris à coder à l'âge de 6-8 ans. Et puis concernant la bourse, j'ai été initié par un ami il y a une quinzaine d'années à l'investissement sur action. En France, sur du day trading et du swing trading, et on dit souvent qu'il faut se prendre une grosse gamelle pour apprendre. Et j'ai eu la chance, alors lui il a eu la malchance, mais j'ai eu la chance de voir mon ami se planter avec des erreurs que j'identifie aujourd'hui facilement. La peur de manquer, le mode espoir, le couteau qui tombe, le pas vendu, pas perdu, etc. Tout ça, c'est des choses que j'ai retenues assez facilement. Rapidement, je me suis mis à la programmation, j'ai développé des indicateurs, des screeners, des backtests, etc. Pendant 2 années, à plein temps, j'ai fait du Forex en parallèle. Et ça, c'était sur MetaTrader avec des robots de trading, des créations d'indicateurs, etc. Des robots qui ont connu un franc succès alors en France, mais surtout aux US et en Allemagne. Je vois qu'ils sont encore utilisés aujourd'hui des dizaines d'années, une dizaine d'années après. Ah ouais, c'est Pendant, bien. ouais, ouais, c'est assez surprenant. Je vois ça sur les forums. En 2009, pendant la chute des marchés, je vade au possible sur les titres, etc. En 2009, mon activité est requalifiée. Donc à l'époque, j'ai été considéré comme un professionnel parce Mhm. que il y avait des mentions genre outils automatisés, utilisation de la vente à découvert, les volumes de transactions, etc. Et je découvre un cadre fiscal qui est peu encourageant. Donc parallèlement, comme j'avais créé ma société internet et qui fonctionnait très très bien, elle était en pleine croissance, donc j'ai préféré réinvestir dedans. Donc j'ai mis en stand-by les Ok. marchés pendant un certain temps. Et puis mi-2016, après la lecture d'une bio de Warren Buffett et puis d'un livre sur le trend following, je comprends trois choses. La première, c'est l'importance des rendements composés. La deuxième, c'est l'importance d'une fiscalité réduite dans le jeu de ces rendements composés, justement. En gros, les atouts incroyables du PEA. Hein. L'importance de suivre une tendance jusqu'au bout, même si elle dure 10 ans ou plus. Et puis, je me suis remis le nez dans les marchés. Et mon PEA ayant eu plus de 8 années, j'ai analysé les 200 plus fortes hausses éligibles au PEA sur 5 ans pour chercher un point d'entrée commun à toutes ces valeurs. En même temps, pendant des années, j'ai lu et j'ai appris pas mal de choses par mon métier sur le cerveau humain et ses biais, donc le mien aussi. Hein. Donc je me dis qu'il pouvait être utile que je me code un indicateur relativement binaire, simple et visuel, qui laisse peu de place à l'interprétation. Et grosso modo, c'est ce que j'ai fait. Puis au fur et à mesure, je me dis que cet indicateur, il peut être utile à d'autres. Donc j'ai commencé à diffuser sur Twitter des graphes que vous avez dû voir. Et puis ça a enthousiasmé pas mal de monde. Puis j'ai commencé à diffuser l'indicateur lui-même gratuitement pour que ça puisse aider différentes personnes. Il a alors remporté un franc succès. Aujourd'hui, chaque nouvelle version est téléchargée entre 700 et 800 fois. Donc voilà à peu près où j'en suis aujourd'hui. Bah écoute, félicitations, hein, parce que le parcours est vraiment très inspirant, vraiment. Et je vois que bah, du coup tes compétences informatiques sont quand même assez poussées quand même pour faire pour avoir un Oui, succès. c'est une seconde Ouais. langue pour moi. Hein. C'est comme si je parlais anglais. C'est la même chose. Ok, bon bah merci en tout cas de ce partage, cette Avec générosité, plaisir. on n'a pas vrai, enfin on n'a pas beaucoup l'habitude de voir ça dans ce monde et c'est très plaisant. Donc merci au nom de, bah, je pense de la communauté, voilà, puisque j'ai eu la possibilité de m'exprimer. Donc voilà, merci déjà. Donc je vais te donner, bah voilà, tu as le contrôle.
Chers Ok. auditeurs et auditrices, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, on va y répondre au fur et à mesure. On va pas non plus couper Christophe à chaque fois qu'il explique. Mais voilà, ce webinaire se veut interactif. Et pareil pour les replays YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, eh bien, nous y répondrons le plus rapidement possible. Voilà, écoute Christophe, alors je vais te laisser la main et voilà. Donc, écoute. Ok. Eh ben, attaquons. Alors, je vais Euh, te demander, on va dire pour la première question, c'est quoi pour toi ta vision de trading, voilà, ta philosophie, comment tu vois le trading, voilà, c'est quoi ta vision globalement? alors, bah, tu l'as compris par mon parcours, j'ai plus du tout la même vision qu'il y a 10 ans. Ok. Aujourd'hui, j'investis toujours sur PEA et sur PEA-PME pour tous les grands atouts fiscaux qu'il peut y avoir et qui sont liés, Mhm. qui me permettent d'avoir des rendements composés beaucoup plus importants. Également, en étant entrepreneur, j'investis sur des petites et des moyennes valeurs françaises qui me parlent. Ok. Et puis, bah, je fais du trend following avec des prises de position de 2 mois à 3 ans et plus, ce qui fait une grosse différence par rapport au swing et l'intraday que je faisais à l'époque. Mhm. Parce que je me rends compte, par exemple, il y a des titres comme Soitec, j'ai fait énormément d'allers-retours dessus, comme beaucoup de monde, hein. Si je reprends tous mes track records, j'ai jamais fait autant de performances que si j'avais acheté la valeur la première fois où je l'ai tradé et si je l'avais gardé en ma possession, quoi. Ok. Donc ça m'a fait pas mal réfléchir. Ce qui m'intéresse, c'est du titre qui est sous-évalué, dont plus personne ne veut, qui pour une raison ou une autre se revalorise, et puis bien souvent qui arrive sur un excès d'euphorie après. Je peux citer quelques exemples, hein, Katana, Clara Nova, Ribert, etc. C'est toutes des valeurs qui ont été dans ce cas-là. Donc en gros, ce que je cherche, c'est un titre en tendance que j'aime suivre d'un bout à l'autre à partir du moment où il y a un signal haussier fort. J'insiste là-dessus, je rentre pas sur des couteaux qui tombent, etc. J'attends qu'il y ait un signal haussier fort après effectivement de fortes baisses. J'aime les breakouts haussiers, francs et puissants. J'utilise des screeners qui sont des garde-fous pour moi. Je ne traite que les valeurs qui sont dans mes screeners. Ça m'évite d'être perturbé et d'être incité pour rentrer sur d'autres valeurs. Cela m'empêche de me faire influencer par les avis des autres, ou pire, d'être sujet au FOMO, le fear of missing out. C'est ce qui fait Fear par of exemple missing que out. c'est oui, c'est un acronyme que j'adore. Grosso modo, c'est la peur de manquer quelque chose. Si par exemple je vois un titre qui a pris 25%, très souvent je vais vouloir rentrer dessus. Bah, du Ok. coup, j'ai mis toutes les sécurités pour ce titre-là. S'il n'était pas dans mes screeners avant, je le vois pas de la journée. Comme ça, j'ai pas envie de rentrer dessus. Ok. C'est ce qui fait que certains, par exemple, qui font du day trading sur du palmarès haussier à 9h10 sur des couteaux qui tombent. Ils voient un Ok. titre qui prend 7% avec un gros gap le matin, ils rentrent dessus et puis ils se rétament C'est trop tard quoi. une demi-heure après, quoi. Oui, grosso Ouais. modo, ouais, c'est ça. Donc, je cadre tout bien pour pas être incité pour rentrer sur des titres que j'avais pas prévus dans mes plans de trading. Mes ordres sont toujours à seuil de déclenchement pour être tranquille et puis bah, pour être dans le sens de la tendance. Donc des cassures sur des plus hauts, sur différentes échelles de temps. Je suis rarement les cours en temps réel. La journée, bah, mes journées, elles sont réservées à d'autres choses, hein. Je travaille ou je fais des différentes choses. Dès qu'un ordre d'entrée est exécuté, je reçois une notification par email. Je passe systématiquement de suite mon ordre de stop loss très court sur mon téléphone. Et puis bah, après, je laisse courir la position, je m'en occupe plus. Je travaille en graphe hebdo, j'affine mes signaux d'entrée en graphe 1 heure quand je suis devant mon écran, mais ça c'est très rare. Et puis par rapport à ce que je faisais en swing trading auparavant, ça me permet de faire moins de trades, d'avoir moins de stress, d'avoir moins de frais, d'avoir moins de taxes, et puis bah, au final, beaucoup plus de plus-value, bien plus importante que ce que j'avais en swing trading. Donc voilà grosso modo ma philosophie de trading. Euh, Est-ce qu'il y a des questions? Ou on verra peut-être à la fin les questions? Oui, je pense que là, il y en a pas Ouais. pour le moment. C'est bon, je vois pas, en tout cas, qui est en lien avec ce que tu viens de nous dire. Ok, ok, ok. Euh, voilà, bah écoute, je vais te laisser présenter ton indicateur, enfin ton système finalement de Ouais, trading qui est très intéressant. ok. Bah, grosso modo, c'est ce que vous avez sous les yeux, mon indicateur. Comme je disais tout à l'heure, j'essaye de tout faire pour éviter tous les biais humains. Mon cerveau, il fonctionne comme celui de tout le monde. J'ai des biais comme tout le monde, donc je cadre bien
tout ce que je peux avoir sous les yeux, c'est-à-dire que j'ai des listes prédéfinies comme ici, j'ai mon screener qui est ici, et je vais jamais sortir de ces valeurs-là. Mon indicateur, c'est ce qu'on retrouve sur le graphe principal. Il permet d'identifier d'un seul coup d'œil la tendance, où est-ce qu'on se situe, etc. Là, on est par exemple sur Mersenne. On voit qu'il y a une très forte hausse de 169, quasiment 70%, etc. Puis derrière, on a une baisse. Si là, j'ai envie de rentrer là maintenant, j'ai mon garde-fou qui me dit, voilà, tu es dans un canal baissier, il est rouge, on est loin du haut du canal, donc tant qu'il n'y a pas de cassure, il n'y a pas besoin de rentrer. Donc en fait, mon esprit ne va pas divaguer ou va pas voir des signaux qui n'existent pas, comme on pourrait avoir si on a 5, 6, 7 indicateurs sur le même écran. Là, je voulais un seul indicateur qui soit un vrai garde-fou, qui m'indique la tendance rapidement, simplement, et sans biais humain possible, sans interprétation possible. Donc, j'interviens sur des small caps, hein, car ça a plus de potentiel haussier. Pourquoi? On a rarement vu des LVMH doubler leur chiffre d'affaires ou leurs bénéfices en une année. En revanche, sur des small caps, oui, on l'a vu et ça s'en ressent sur l'évolution des cours. Également, en termes de structure, d'organisation et de gestion sociale, une small cap peut plus facilement devenir une recovery. On n'a qu'à regarder les nouvelles orientations de Katana, Claranova, etc. Hein. J'entre sur des titres qui ont beaucoup chuté pendant 1 à 3 ans. Là, si on regarde mon screener, par exemple, on peut dézoomer. Dans mon screener, actuellement, j'ai Intrasense. Intrasense, je rentrerai que lorsque le cours cassera le haut du canal, pas avant. Mais grosso modo, si on regarde tous les titres qui sont dans mon screener, c'est tous des titres qui sont baissiers et qui ont eu des fortes baisses. Et puis derrière, je cherche à rentrer dessus. Pour rentrer dessus, je vais attendre la cassure de mon canal sur le haut, ici. Dès qu'il y a la cassure, mon canal passe vert. Ce qui veut dire que moi, je passe mon ordre juste après le haut du canal ici, sur Breakout. Mon ordre est à seuil de déclenchement, comme je l'ai stipulé tout à l'heure. Et puis derrière, je laisse couler la tendance, hein, tout bêtement. Alors, j'aime bien suivre la tendance d'un bout à un autre, plutôt que d'utiliser des take profits, etc. Pourquoi? Utiliser pour moi des take profits, c'est une question qu'on me pose souvent. Hein. C'est un petit peu comme si j'étais en train de surfer et que je surfe une vague pendant 5 secondes, et puis au bout de 5 secondes, je descends de ma planche, et puis je renage à nouveau pour aller prendre une autre vague, alors que celle que j'avais est en train de continuer. C'est-à-dire que plutôt que de reprendre un risque à chaque fois, puisqu'une entrée c'est un risque, on va mettre un stop loss dès le départ, etc., je préfère conserver cette entrée et bénéficier de très bons ratios gain sur risque, de bénéficier d'une relative tranquillité, parce qu'il n'y a pas de stress, hein, tant qu'on est dans la tendance, quand on a 20, 40, 50, 100, 200%, 500% de tendance devant soi, de marge devant soi, on est tranquille. Et puis par contre, quand je sens des faiblesses de la tendance, je sors d'une partie de ma position, mais je laisse toujours courir l'autre position. Je sors jamais intégralement. Donc, pour voir rapidement à quoi ça ressemble, si je passe rapidement sur différentes valeurs, alors on va passer sur un petit peu tout, hein, autant des haussières que du range que du baissier. Sur Avenir Télécom, on se retrouve exactement dans le cas que je citais tout à l'heure. On a une grande baisse qui dure des années, j'allais dire 3-4 ans, mais non, c'est beaucoup plus, 4, 5, 6 ans. Là, on a une cassure de haut de canal, c'est-à-dire qu'on rentre sur la valeur à ce moment-là. Et puis, tant que la tendance est bonne, on reste sur la tendance. Lorsqu'il y a une cassure, on sort du cours. Et voilà, on a suivi la tendance d'un bout à l'autre tranquillement pendant quasiment 2 ans. Pareil pour BE Semiconducteur. On a des belles tendances comme ici de 299%, où on n'a pas besoin de bouger quoi que ce soit. Une fois de temps en temps, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, on remonte notre stop au fur et à mesure que le bas du canal remonte. Et puis voilà. Des titres pareils comme Budget Télécom, comme Katana dont on parlait tout à l'heure. Alors Katana, c'est l'exemple concret. Hein. C'est une valeur, on regarde vite fait, qui a perdu 89-90% sur 6-7 ans. Et puis, à nouveau, on a un fort signal haussier ici qu'on va prendre. Alors effectivement, si on regarde avant, on a un faux breakout qu'il y a eu ici, une petite tendance de 31%, puis c'est reparti à la baisse. Et puis, faut pas se décourager. À chaque fois, j'utilise des stop loss qui sont très très courts, qui me permettent de risquer très très peu. En général, c'est des stop loss de 3%.
Qui me permet d'avoir des ratios gain sur risque relativement importants. Si derrière j'ai une tendance à 100%, j'ai un ratio gain sur risque de plus de 30%, ce qui est relativement confortable. Je peux me permettre très souvent d'essayer de prendre une tendance et puis de me faire taper sans aucun problème. Si je me fais Mm. taper, je repasse un ordre sur le dernier plus haut qu'il y a eu, à nouveau avec un stop loss de 3% et ainsi de suite, et je peux le faire 3 fois, ce qui fait qu'au grosso modo, j'aurais pas perdu grand-chose au total. Mm. On va regarder d'autres titres, Devoteam, pareil. Alors, Devoteam, c'est du titre bien régulier, donc là, c'est pas très compliqué pour suivre la tendance, mais on voit que l'indicateur, c'est vraiment un garde-fou et ça nous évite de très souvent. Moi, comme tout le monde, hein, si je reprends mes track records, j'aime bien les regarder nouveau pour voir les erreurs que j'ai faites. Très souvent, on prend, allez, 50%, puis après, on voit que ça chute, et puis là, on vend tout, on se dit, waouh, j'ai déjà 50%, c'est énorme. Alors, ma stratégie maintenant, elle est différente. C'est que si jamais je commence à avoir un sentiment de peur, bah, je vends la moitié ou un tiers de ma position et puis je laisse courir le reste. Ce qui veut dire que les gains que j'aurais pris là me permettent d'assurer plein d'autres entrées que je vais faire derrière sur d'autres titres. Et puis, bah, le reste de ma position continue à courir. Comme là, voilà, si j'avais vendu à 50%, c'est dommage parce qu'il y a encore quasiment 600% derrière, quoi. Pareil, on a des valeurs comme Drone Volt. Mon indicateur, il me sert à suivre la tendance, mais il me sert aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, de garde-fou pour ne pas rentrer sur des couteaux qui tombent, par exemple. Drone Volt, on en a beaucoup parlé, on en parle tout le temps beaucoup. Tout le monde s'amuse à chercher des supports. Si on s'amuse à chercher des supports, on voit qu'on est sur un couteau qui tombe. On a dû chercher des supports, je pense, une vingtaine de fois. Donc ça sert à rien de tenter une 21e fois. Au lieu de tenter une 21e fois, je vais attendre que le cours remonte sur le haut de mon canal et qu'il y ait un breakout franc et puissant qui soit un bon signal haussier qui annonce la suite de la tendance. Pareil sur Enertime, 2O, etc. On, on remarque que tous ces titres ont exactement les mêmes configurations, c'est-à-dire des fortes périodes de baisse pendant 2-3 ans. Là, on est sur quoi? EO2. On voit qu'on a une baisse de 73% avant d'avoir la hausse. Donc effectivement, moi ce que je recherche, c'est des titres qui sont baissiers, pas pour les ramasser, mais pour guetter un signal haussier sur ces titres-là. Et à chaque fois, c'est exactement le même processus. Quand je vous ai dit tout à l'heure que j'avais regardé le palmarès des 200 valeurs en PEA qui ont le plus progressé sur 5 ans, en fait, j'avais cherché un point commun. Ce point commun pour toutes, c'est toute la même chose. C'est déjà des valeurs qui ont baissé pendant très longtemps. Et puis derrière, on a un range pendant 1 an, 2 ans. Et puis derrière, on a une cassure à la hausse. On a un breakout sur un plus haut. Et elles ont toutes exactement cette même configuration. C'est pour ça que des valeurs, par exemple, comme ImPlanet, elles m'intéressent parce que, effectivement, peut-être qu'ImPlanet, elle va sombrer et peut-être que je vais jamais la ramasser. Mais par contre, le jour où elle va partir sur le haut de son canal, en tout cas, je serai là, elle tombera dans mes screeners et je serai là pour la ramasser. Parce que ce qui m'intéresse, ça je ne l'ai pas signalé, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer une valeur à un moment où elle est sous-évaluée, avant qu'elle fasse une hausse et qu'elle soit surévaluée, et ce qui m'intéresse, c'est de rentrer sur un point où j'ai une forte probabilité qu'il ne soit plus jamais retouché par la suite. Donc pour avoir une forte probabilité qu'il soit plus jamais retouché par la suite, pour moi, c'est important que cette valeur ait bien baissé avant. Même principe après, par exemple pour E-Link. E-Link me permet de montrer certain aspect de l'indicateur qui me permet de suivre la tendance effectivement sur du court terme. Alors quand je dis court terme, hein, c'est déjà du moyen terme, hein, parce que c'est sur plusieurs mois, etc. On a une option qui permet de passer en mode expert et effectivement là on voit qu'on suit la valeur sur toute la tendance au lieu d'une petite portion, ce qui permet de suivre sur des années. Là, on est c'était quoi, mi-2013 et on la suit jusqu'à mi-2017. C'est une valeur qu'on suit sur 4 ans. Et du coup, cette option-là est très intéressante à activer puisque une fois que vous êtes fait taper une partie de votre position, vous vendez qu'une partie de la position et vous laissez courir les gains en mode long terme. Pareil, Jacques et Metal, etc. On voit qu'on identifie très facilement les hausses, les baisses, les cycles. Lumibord, c'est exactement le même principe. Mersenne, on l'a vu tout à l'heure. Quantum Genomics, qui a fait beaucoup parler d'elle, effectivement, celle-ci, je la guettais et je la guettais de près. Si on passe en mode long terme,
en mode expert, pardon, on voit qu'effectivement, il y a eu une très forte baisse pendant des années, et puis d'un seul coup, on a un breakout haussier. Donc effectivement, quand c'est comme ça, très souvent, c'est des breakouts qui sont violents et puissants. Pareil, on a pris 231%. J'aime bien avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, plutôt que quand je vois une faiblesse ici devant toute ma position, j'en vends qu'une partie et puis je laisse courir l'autre partie parce que Quantum Genomics, il y a de fortes chances qu'on ait une tendance peut-être qui va durer pendant des années. Apparemment, fondamentalement aussi, c'est une valeur qui commence à s'embellir. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Je regarde assez peu les fondamentaux, mais bon, ça m'intéresse quand même. Et une fois qu'on est placé dessus, on a très peu de chances. Une fois que je suis rentré ici à 2,23, 2,24, j'ai très peu de chances de me refaire taper mon cours d'entrée. Donc du coup, le risque que j'ai pris à l'origine, je le mets de côté et je vais pas m'amuser à sortir de cette valeur pour risquer à rentrer sur une autre valeur. Ce même risque, je le conserve et puis bah, je laisse la valeur tant qu'elle est haussière. Ça se trouve pendant des années, hein. Ribber, c'est le même principe. C'est une valeur où il y a eu à chaque fois des très fortes baisses. On regarde ici, hop, quasiment 80%, et puis derrière, on reprend à nouveau dans l'autre sens. Alors pareil, quand on perd 80% et qu'on les récupère dans l'autre sens, quand on les récupère dans l'autre sens, c'est plus 80%, hein, c'est 400%. C'est ça qui est intéressant. On nous explique souvent par rapport aux pertes que si on perd 50% de notre capital, il faut toujours préserver le capital parce que si on les perd, ces 50%, derrière, il faut faire 100% de performance pour les récupérer. Donc voilà pourquoi je m'intéresse à des valeurs qui ont beaucoup baissé, parce que ne serait-ce que juste pour revenir au niveau où elles étaient, quand celle-ci, par exemple, elle a perdu 80%, bah dans l'autre sens, pour récupérer le même niveau, on est à 300-400% de gains. C'est intéressant. Pareil, Ubisoft, c'est le même principe. On a des valeurs qui prennent des tendances. Alors Ubisoft, c'est un cas d'école, c'est intéressant. Alors effectivement, là, on voit quelques points d'entrée où il y a eu des échecs de retournement à la hausse de la tendance. Il faut garder le cap, et puis à chaque fois qu'il y a une tentative de retournement, il faut être dessus, risquer très très peu, parce que derrière, Ubisoft, c'est 1830% quasiment, alors effectivement, sur 8 ans. Mais c'est beaucoup plus intéressant que si on avait fait des allers-retours dessus. On me dit sans cesse que faire du swing trading, c'est plus intéressant parce qu'on fait plus de performances, etc. Reprenez votre track record, je connais personne ou très peu de monde qui va me dire, tiens, j'ai fait plus de performances que les 1830% sur Ubisoft, malgré mes allers-retours, malgré mes effets de levier, etc. Et puis, bah, championne toute catégorie. Pour celle-ci, on n'a même pas besoin de suivi long terme parce que on a une belle tendance qui se maintient d'un bout à l'autre, où on prend 3217% en 3 ans, grosso modo. Et Exilam, c'est exactement le même principe, hein. C'est une valeur qui a baissé pendant des années, et puis un gros range pendant 1, 2, 3 ans, et puis derrière, un retournement à la hausse. Donc voilà, grosso modo, euh, pour l'indicateur. Est-ce que vous avez des questions au sujet Alors moi indicateur? j'ai des questions, je vais lire celles des auditeurs également. Alors déjà, tu as dit au début que c'était valable pour les small caps. Est-ce que ça marche également sur les large caps ou il faut vraiment pas le faire sur les large caps? Alors oui, ça marche. Par contre, il n'est pas optimisé pour, et puis moi je m'y intéresse pas. Par exemple, on va prendre LVMH pour une raison très simple, c'est que quand on prend une tendance d'un bout à l'autre, c'est pas du tout la même performance. On voit la hausse qu'il y a eu là sur LVMH, par exemple de 100 et quelques pourcents. On aurait pris la même hausse sur une small cap, on aurait pris 800%. Donc je Hmm, préfère prendre 800% que 100% sur LVMH, quasiment. hmm. Mais Oui, parce après, ça qu'avant il prenait fonctionne, une hein. grosse tendance baissière en fait. Ouais, Ouais, exactement. ouais. Euh, Pareil, si on passe en long terme, voilà, on a une tendance de bon 115%, mais sur 2 ans. Attendre 2 ans pour avoir 115%, alors que Quantum Genomics a pris 200% en 2 mois. Euh, je préfère Ouais, prendre 200% en 2 mois. ouais, c'est vrai. Mais ça fonctionne quand même, hein, pour Ouais, répondre à ok. la question. Mais c'est optimisé du coup pour les small caps, ok. C'est ça. Et puis c'est optimisé aussi pour le comportement des small caps. D'accord, ok. Très intéressant, ouais. Oui, c'est vrai que ça réagit pas de la même façon. Autre question, du coup, si tu prends tes gains selon voilà le bas du canal ou la moyenne Mhm. en gras là, du coup, à quoi servent tes repères graphiques en pourcentage? C'est juste pour voir un petit peu la performance ou?
Il y a Alors, un... mes Voilà. repères graphiques en pourcentage, ils fonctionnent selon un processus bien spécial qui fait qu'ils sont affichés relativement aléatoirement. Alors, effectivement, quand il y a une hausse, ils sont affichés, mais ils sont affichés relativement aléatoirement. C'est ce qu'on appelle de l'intermittent reinforcement en anglais. C'est ce qu'on fait dans des expériences avec certains animaux. C'est ce que fait Facebook avec nous, hein, d'ailleurs, hein. Ok. Je poste une photo sur Facebook. Ma récompense aléatoire instantanée, c'est quoi? C'est les likes qu'il va y avoir dessus. Aléatoire, parce que je ne sais pas qui va liker, combien il va y avoir de likes, mais malgré tout, c'est une récompense. Alors, l'affichage des pourcentages, c'est la même chose pour moi. C'est ce qui va me permettre psychologiquement de rester dans la tendance, parce que je vois les pourcentages qui augmentent au fur et à mesure. Il y a des expériences qui ont été faites, par exemple, avec des singes. On demande à un singe de faire une action. Si à chaque fois qu'il fait l'action, on lui donne une récompense, au bout d'un moment, il va se lasser puis il va arrêter l'action. Par contre, si à chaque fois qu'il fait l'action, de temps en temps, de manière aléatoire, on lui donne une récompense, il va continuer cette action jusqu'à l'épuisement. Ben, je fais exactement la même chose avec mon cerveau, donc j'ai besoin de le motiver. Donc ma récompense, c'est les pourcentages qui s'affichent. Ok. Ah, c'est très très intéressant. C'est vrai que j'avais jamais entendu parler de ça, mais ça a du sens, ça a beaucoup de sens. Donc, ok, d'accord. Et de par ton expérience, étant donné que tu trades les small caps, est-ce que tu as eu des observations? Est-ce que par exemple des secteurs, selon toi, ont des meilleures tendances? Est-ce qu'il y a des caractéristiques? Je sais pas, peut-être que les tech, on entend beaucoup parler des tech. Est-ce que les small cap tech sont beaucoup plus volatiles ou les bio, enfin on parle des biotech également. Voilà, avec tous tes trades que tu as passés, est-ce que tu as voilà une observation sur ce sujet? Parce que du coup, moi j'y connais pas grand-chose en small caps. Donc voilà, si tu as toi des observations là-dessus, ça serait intéressant Alors, de les entendre. je m'intéresse assez peu aux différents secteurs, à vrai dire. Ok. Je m'intéresse vraiment à des opportunités et à des configurations qui présentent un ratio gain sur risque important, donc avec un risque très peu important et un gain potentiel relativement important. Par contre, le seul secteur où je fais attention, c'est le secteur des biotech. C'est-à-dire que si je rentre sur une biotech, ça va être en général au moins 15 jours avant qu'il y ait une annonce, de manière à ce que j'ai au moins 30% de plus-value dessus, de manière à ce que s'il y a une annonce qui soit négative, ou même si elle est positive et mal accueillie, hein, ce qui arrive relativement souvent, bah, je puisse encaisser un gap de 15 ou 30% dès le lendemain à l'ouverture, sans que ça vienne, sans que je me retrouve en négatif, quoi. Que je perde une plus-value potentielle, ça me pose pas de problème. Par contre, je veux jamais être en négatif sur aucune valeur. Ok. Donc c'est le seul secteur où je fais attention, les biotech. Ok. Ah. Ok, très bien. Alors du coup, je vais te poser la question des auditeurs si ça Mhm. te va. Alors, Ok. il y a Cédric qui demande, est-il envisageable d'avoir un jour une adaptation pour la VAD? Alors je sais pas c'est quoi VAD. Alors c'est la vente à découvert, donc Ah, c'est vente à pour découvert, trader, pardon. pour trader à la baisse. Alors c'est toujours embêtant parce que mon indicateur il fonctionne en fonction de la psychologie à la hausse sur les small caps. Les small caps, bah, il y en a plein qui sont pas vadables. Ce qui fait que bah, elles n'ont pas le même comportement qu'une autre valeur qui, par exemple, va être vadable, pardon. Et puis, euh, on n'est pas dans la même vitesse. Il y a un adage qui dit, que je m'en souviens bien, qui dit une hausse se fait par les escaliers, une baisse se fait non se fait par l'ascenseur ou par la fenêtre, je sais plus. Quelque chose comme ça. Grosso modo, la hausse, elle se fait pas aussi rapidement que la baisse, et il faudrait vraiment que je travaille sur des comportements vraiment différents pour pouvoir faire un indicateur qui fonctionne vraiment à la baisse. Ok, donc pas valable pour la vente à découvert. Voilà. Non. Et puis, même si je faisais cet indicateur, il serait pas très performant parce que moi, j'y passerais pas beaucoup de temps vu que c'est pas du tout mon truc. Ok. Alors que là, l'intérêt de mon indicateur, c'est que je l'ai codé pour moi à l'origine et que je le partage, mais comme je l'ai codé pour moi, bah, je l'optimise très régulièrement. Je sais pas, des fois tous les 15 jours ou tous les mois, il y a une nouvelle version parce que je travaille toujours dessus et je l'utilise en permanence. Mhm. Si j'en crée un pour la VAD, je l'utiliserai jamais, donc il serait jamais optimisé en fait. Ouais, ok, très bien. Ok. Raymond qui demande, est-ce que votre indicateur s'applique au Forex? Euh, il pourrait, mais on se retrouve face au même, j'allais dire problème. C'est pas un problème. Il faudrait que je l'utilise en permanence au forex.
sur le Forex pour l'améliorer, l'optimiser, etc. Ce que je fais pas, parce qu'aujourd'hui, je privilégie à fond les rendements composés sur le PEA qui Mm, m'offre un cadre fiscal relativement intéressant. Et mm. du coup, le Forex, j'y suis même plus, hein. Alors, on Oui, en parce que discutait on en discutait avant en off. Oui, effectivement, sur mon téléphone, je me fais des petits trades vite fait, etc. Mais c'est pas l'essentiel de mon activité. mm. Oui, parce qu'en fait, l'indicateur il est vraiment optimisé pour les small caps. Oui, Donc finalement, tout ce qui est les autres marchés, forex, voilà, c'est pas adapté quoi. ouais, Par contre, crypto, etc. crypto, c'est pas adapté non plus parce que ça, enfin, je vais pas trader les small caps, mais est-ce qu'il y a des ressemblances, des similitudes pour enfin, avec les cryptos ou pas? Alors oui, je peux très bien adapter l'indicateur pour les cryptos. On peut regarder par exemple le BTC-USD. Mais il faudrait Euh, l'adapter. C'est voilà, pas, on il peut pas faudrait là l'adapter parce l'appliquer. que le comportement des cryptos est beaucoup plus rapide, etc. Ouais, Là, on voit qu'effectivement, au niveau des hausses, il y a des volatilités importantes. Donc, des fois, il sort de manière assez chaotique, et puis il rentre. C'est pas très fiable. Le seul truc qui serait fiable pour les cryptos, ça va être quoi? Ça va être quand le haut du canal ici va être cassé, on sait que les cryptos, que le Bitcoin par exemple, va repartir à la hausse. C'est la seule raison qui ferait que ce soit fiable. Après, ok. il faudrait vraiment l'adapter et l'optimiser vraiment pour ça. Ok. Question de Cédru. Comment utilisez-vous la force relative pour affiner la sélection? Alors, la force relative, ben, ça tombe bien, elle est là sur mon graphe. Mhm. Euh, je regarde la force relative, c'est celle de Mansfield, pardon, celle qui est citée dans le livre de Stan Weinstein, sur 52 périodes, en comparaison par rapport au CAC 40. Et effectivement, à chaque fois qu'une valeur devient haussière, on voit ici qu'on a la cassure du zéro à la hausse de la force relative, c'est-à-dire que l'avancée de notre cours, l'avancée du cours de notre valeur est beaucoup plus forte que la valeur de l'indice de référence, qui en l'occurrence est le CAC 40. Là, on peut regarder par exemple sur les valeurs que je surveille qui sont sur mon screener. On voit par exemple ici Farol que bah, on n'est pas encore à la cassure, donc je vais surveiller ça. Intrasense, on voit qu'on en est encore loin, donc a priori le breakout haussier sur Intrasense, il n'est pas pour tout de suite. Par contre, on va regarder des valeurs comme Ferradiag, où là, on voit qu'on est quand même relativement proche du zéro. Depuis 2-3 ans, on n'a jamais été aussi proche du zéro. Donc celle-ci, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe. Des valeurs comme Crossject, on voit que la hausse se fait relativement rapidement et qu'on va peut-être casser sous peu le zéro. Donc Crossject, ça va m'intéresser. Une autre qui m'intéresse très fortement aussi, c'est Pixium. Parce que Pixium, c'est une valeur qui baisse depuis perpète. Et puis, bah, on voit que progressivement, on remonte au niveau de la force relative vers le zéro. Ocea Soft, on voit qu'ici, il y a eu un échec, mais l'échec peut s'expliquer parce que la force relative, elle n'était pas aussi importante que ça. Qui est-ce qu'on peut avoir aussi? Betterbed est intéressante aussi, mais a priori, vu comme on est loin du zéro, il risque d'y avoir un range qui va durer très longtemps sur Betterbed, de la même manière qu'un Banimo, par exemple. On va aller voir Banimo. Hop, Banimo est là, il y a eu une fausse sortie. Alors, l'avantage de Banimo, c'est que la force relative est positive, mais on n'a pas eu de cassure du plus haut. Donc, effectivement, je regarde toujours les deux en même temps. La force relative des graphes Mansfield, elle m'intéresse fortement parce que c'est un fort signal. On pourrait quasiment trader juste avec ça. Donc quand tu croises à la hausse, quand ça commence à surperformer, t'achètes. Oui, En gros. oui, Ok. exactement. On peut prendre des exemples passés pour voir vraiment Katana, on voit clairement la cassure à la hausse ici. On parlait tout à l'heure de quoi? Claranova. Claranova, on voit clairement la cassure même ici à l'avance. Donc on peut, une fois qu'on a eu la force de main speed positive, comme on regardait Banimo et je sais plus quoi avant, euh, on regarde juste la cassure du dernier plus haut. Et là, si on a la cassure, on peut y aller quasiment les yeux fermés, hein. On Ok. peut reprendre tiens, Xilam. Xilam, où est-ce qu'il était le point d'entrée? Bah, le point d'entrée, il n'est pas compliqué à trouver, hein. Il est ici le point d'entrée. Il est au moment où on a passé sur la force relative le zéro. Et tu veux des volumes en plus en hausse, je suppose, puisque tu as un indicateur volume. Ouais. Alors les volumes, c'est à double tranchant. J'avoue que je les regarde assez peu. Ok. Parce que si par exemple je dois rentrer entre 9h et 9h10 sur une valeur,
et que c'est un lundi matin, par exemple, le graphe des volumes, il va pas être du tout d'une aide quelconque, Mhm. parce qu'on n'a pas fait les volumes de la journée, on n'a fait que 10 minutes de volume, et on a encore moins fait les volumes de la semaine. Donc c'est seulement vers le milieu ou fin de la semaine que je vais me rendre compte que les volumes sont importants. Pour moi, c'est plus les volumes, c'est plus un indicateur qui vont me dire que voilà, tiens, tel titre c'est intéressant parce qu'il commence à y avoir du volume et sa chute est amortie. Si on regarde Pixium Vision qu'on a sous les yeux, ici on n'a pas de volume. Et puis à partir d'ici, on commence à avoir du volume. Et puis on voit que les cours, au bout d'un moment, ralentissent. Et puis là, on est dans un range depuis un petit moment. Donc je vais les regarder pour ça, les volumes. Mais après, ça va pas faire partie de mon processus d'entrée sur un titre. Ok. Ok. Alors, question de crédit. Les entrées ainsi que le suivi de position se font en quelle UT? Alors, mes entrées, en général, je fais tout en graphe hebdo, l'entrée, le suivi, etc. La seule chose à laquelle je fais attention, c'est si, on peut reprendre l'exemple de Pixium, admettons qu'on va casser le haut du canal ici, si j'ai le temps, je vais affiner mon entrée devant mon ordi en barre 1 heure. Pourquoi je vais affiner mon entrée? Parce qu'il peut m'arriver de rentrer sur une barre 1 heure qui m'offre un ratio gain sur risque encore plus intéressant que mon stop loss initial. Euh, Mon stop loss initial en général c'est 3 à 5%, pas plus. Mais si je rentre sur une bougie 1 heure où il y a une belle configuration et j'ai la possibilité de mettre un stop loss avec un risque de 0,5%, bah, je vais le faire parce que ça coûte rien et ça offre un très fort ratio gain-risque. Mais sinon, tout le reste, je vais le faire en graphe hebdo. Je vais même pas affiner sur du journalier ou quoi que ce soit, je vais rester à chaque fois sur du hebdo. Ok. Alors, Edgy qui demande quels sont les principaux indicateurs que vous utilisez. Eh bien, je suppose c'est que cet indicateur-là, hein, Ouais, avec la il y force a que relative. celui-ci. Ouais. Alors j'en ai utilisé d'autres, hein, des moyennes mobiles, des trucs comme ça. Alors si j'étais en journalier, j'utiliserais la moyenne mobile 200 parce qu'elle est très pertinente. Sinon, les canaux de Donchian, mais justement, si j'ai créé mon indicateur, c'était pour qu'il soit plus pertinent que ces canaux-là. Hmm. Donc, je les utilise même plus aujourd'hui. En fait, le Ok. seul que j'utilise, c'est vraiment mon indicateur, quoi. Ok. Alors, Jonas qui demande, il s'agit d'un indicateur que vous avez programmé vous-même. La réponse est oui. C'est Christophe qui a programmé son Ah, indicateur. pardon. Oui. Oui, tout à fait. C'est un indicateur que j'ai programmé moi-même et qui est disponible sur Internet, parce que je l'ai programmé pour moi, puis après j'ai diffusé pour toutes les personnes qui le souhaitent gratuitement. Il vous suffit d'aller, je vais l'afficher ici, sur le site trendfrance.com que vous voyez ici, et vous pouvez le télécharger gratuitement ici. Et il y a des mises à jour très régulières. Vous pouvez me suivre sur Twitter également, parce que toutes les semaines, 15 jours ou tous les mois en général, je diffuse une nouvelle version de l'indicateur, du screener. Et puis chaque mois, il y a chaque version, pardon, il y a entre 700 et 800 téléchargements. Donc on commence à être une bonne communauté, on regarde pas mal de signaux en commun, et puis certaines valeurs que certains peuvent louper, il y en a d'autres qui les détectent, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Ouais, c'est un réel succès, hein. C'est, ouais. Tant mieux, tant Ouais, mieux. non, non, vraiment, c'est vrai que c'est très, très pertinent comme indicateur. Alors, Raymond qui demande, vous positionnez à la hausse comme à la baisse. Alors non, c'est que à la hausse du coup, hein. Ouais, Voilà, que à hausse la sur small hausse, caps. que à la hausse. Et alors, très intéressant cette stratégie d'attendre une baisse de 80% pour prendre un long de 300-400%. Voilà, mon petit commentaire de crédit. Merci. Roger, sur combien d'actions avez-vous eu des gains avec votre indicateur et combien de pertes? Exemple, 80% de gains, 20% de pertes. Alors, mes pertes, elles sont toujours très limitées parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mon stop loss, je le mets de manière automatique. Je le calcule, je regarde même pas sur le graphe. Je cherche même pas un niveau de pertinence ou quoi que ce soit. Mon stop loss en général c'est 3%, c'est-à-dire je risque 3%, c'est soit je me fais taper, soit j'accroche la tendance et puis du coup je la suis tout le long. Si je me fais taper et que, parce que ça peut arriver hein, dans des mouvements un petit peu chaotiques, et que derrière le cours repart à la hausse, je mets à nouveau un seuil de déclenchement sur le dernier plus haut qui a été fait, et si je suis déclenché, à nouveau je mets un stop loss de 3% et je peux réitérer l'opération 3 fois de suite.
C'est-à-dire qu'en moyenne, soit je vais perdre 0 parce que j'ai chopé la tendance, soit je vais perdre 3% parce que je me suis fait taper une fois, soit je vais perdre 6% parce que je me suis fait taper deux fois, soit je vais perdre 9% parce que je me suis fait taper trois fois. Mais si on fait la moyenne, en moyenne, j'aurais perdu 4,2, 4,3%. Ce qui fait toujours moins que si je mettais un stop à 10%. Un stop à 10%, j'ai une chance sur deux de me le faire taper, donc une chance sur deux, ça fait 5%. Donc je préfère faire mes entrées en trois fois et accrocher la tendance. Au moins, je suis sûr d'être dans le bon sens. Et puis, je risque très peu. Et puis après, les gains, c'est très variable parce que comme vous l'avez constaté, je peux suivre des tendances sur 2 mois comme sur 6 ans, si elle dure 6 ans. Il va y avoir des tendances où on va prendre des fois 2000%, et il y a des tendances où on va prendre 50%. Je peux vous en citer quelques-unes. Il y a eu je sais pas, Gossin par exemple, j'ai en tête. Il y a eu Gossin où il y a eu voilà, ah bah, c'est pas fait exprès, c'est encore tracé. J'ai pris 52% sur Gossin, et puis après j'ai pris la moitié de mes gains et j'ai laissé courir l'autre partie de ma position où je me suis fait taper à moins 3%. Euh, donc je perds pas grand chose à chaque fois que je perds. Je joue vraiment là-dessus, le ratio gain sur risque. Et c'est ce qui m'a fait venir d'ailleurs sur le trend following plutôt que l'intraday ou le swing. C'est que, imaginons, je fais de l'intraday ou du swing. Je fais du swing et je risque 3%. Je vais risquer 3% pour gagner, allez, 20% derrière. Si je fais du trend following, je risque toujours les mêmes 3%, mais peut-être derrière, je vais me choper 100, 500 ou 1000%. Donc le ratio gain sur risque, il est énorme par rapport à du swing. Donc le gain moyen, c'est très difficile de le dire parce que ça va dépendre des valeurs également. On peut dire qu'on peut considérer un gain moyen minimum de 50 à 100% facilement. Ok. Juste une petite précision, quand tu dis un stop de 3%, c'est bien, c'est 3% du prix par rapport au point d'entrée ou 3% de ton capital? Non, non, surtout pas du capital. C'est Ok. 3% du prix d'entrée. Pour faire Ah, schématiser vite fait, imaginons j'ai 10 000 euros, je fais une entrée à 1 000 euros, je vais risquer 3%, ça fait 30 euros. Et puis d'accord. ce que je fais, j'utilise une stratégie, j'allais dire bien particulière, non, mais c'est très utilisé dans le monde de l'assurance. Je couvre mes entrées par les bénéfices précédents. Si je fais une entrée à 1 000 euros, je mets mon stop loss pour perdre au maximum 30 euros. Imaginons que le cours parte à la hausse, je me mets break-even, donc je risque zéro, et je fais une deuxième entrée, soit sur le même titre, soit sur un deuxième titre de 1 000 euros. Cette deuxième entrée de 1 000 euros, je vais utiliser un stop loss de 30 euros. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le stop loss de ma première position de 30 euros, ce qui Hmm. fait que quoi qu'il arrive, je perds zéro. Je couvre l'entrée, le risque de ma deuxième position avec les plus-values de ma première position, ce qui fait que je suis toujours en positif comme ça et je perds rarement plus de 3% sur une valeur. Ok. Donc tu C'est-à-dire, pyramidalises également tes positions gagnantes, bien oui, évidemment. je pyramide à la hausse et je fais des sorties partielles sur les faiblesses de la tendance. Ok, très bien. Sur quelle, alors oui, sur quelle action avez-vous gardé votre position le plus longtemps et laquelle est-ce? Alors, Question de Roger, hein. ouais, alors, on peut la prendre ici. Hop. La position la plus longue que j'ai conservée jusqu'à présent, c'est ça, c'est Katana. Et pour tout vous dire, j'avais pris toute la tendance. Et quand on est arrivé au moment où les marchés ont commencé à donner des signes de défaillance, j'ai eu peur et j'ai été très bête dans le sens où j'ai tout vendu, alors que j'aurais dû laisser une partie de ma position courir au cas où ça reparte. Alors, par chance, j'ai bien fait parce que les marchés sont partis à la baisse derrière, mais stratégiquement parlant, c'était très mauvais de tout vendre parce que c'était pas ma stratégie de base. Et si le titre avait continué à grimper pendant des années, je m'en serais voulu indéfiniment. Donc voilà, pour répondre à la question, la plus grosse tendance que j'ai prise, c'est quasiment 2 ans sur Katana. Et puis j'ai pris aussi un bon bout de Xilam, malheureusement pas depuis le début parce que je m'étais pas encore remis sur les marchés à cette époque-là. Mais Xilam, j'ai pris une bonne partie.
Alors Cédric qui demande, est-il possible de vous remercier, entre parenthèses, don PayPal? Euh, c'est gentil. Allô? Ah, je pense que nous avons perdu Christophe. Alors, est-ce que vous entendez Christophe? Allô? Alors, test de son. En tout cas, moi, je n'ai plus de son. Non, on a perdu Christophe. Bon, je ne suis pas le seul. On va attendre qu'il revienne. Voilà, donc c'est tellement drôle, vous voyez que on a perdu la connexion. C'est PayPal qui l'a mis KO, exactement, Edgy. Donc, on va attendre qu'il revienne. Pour le moment, nous ne l'entendons pas. En tout cas, très intéressant comme interview, exactement. C'est très très intéressant. C'est pour ça que je voulais vraiment. C'est la première interview que je fais hein, au nom de DFX depuis 2 ans. Donc voilà. Donc c'est vraiment très très intéressant son contenu. Je vous invite vivement à regarder un petit peu ce qu'il publie sur son site. Enfin même pas un petit peu. Je vous invite à lire un petit peu sa façon d'analyser, sa façon d'expliquer est très très claire. Vraiment c'est très très intéressant. Donc ne vous inquiétez pas, il va répondre à toutes les questions. Il doit probablement régler son son actuellement, enfin son micro. Bon, en tout cas, merci d'être présent. Ah, nous le retrouvons, je pense. C'est bon? Ah, voilà, Allô? Christophe, nous vous Ah, entendons. pardon. Je sais pas ce que c'est, ça avait coupé. Ouais, non, Euh, bon, pas pour grave. revenir sur le PayPal, alors c'est très gentil, mais cet indicateur, c'est pas comme si je l'avais développé pour le distribuer. En fait, je l'ai développé pour moi, et puis un jour, je me suis dit tiens, je vais le partager. C'est très gentil, mais ouais, je prends pas de don PayPal. Par contre, le jour où je commencerai à le vendre, faudra vous inquiéter, c'est que j'ai besoin de revenus. Mais là, vous inquiétez pas, si tout est gratuit, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Edgy qui demande un conseil à donner pour gagner en patience sur du swing. Pour gagner, oui, un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est de jamais sortir complètement d'une position. Si je fais un swing et que je sors parce que ma stratégie de swing, ma configuration de swing n'est plus ce qu'elle était, ou on est en train de perdre du souffle, etc. Je ne liquiderai plus jamais mes positions complètement. C'est-à-dire que je conserverai une partie de ma position en long terme parce que effectivement, moi j'ai fait tous les calculs avec mes track records, etc. sur des années. Tous les titres sur lesquels j'avais fait des allers-retours, je sais pas, genre Soitec que j'ai cité tout à l'heure en exemple. Si je reprends tous mes track records, j'aurais fait beaucoup plus de bénéfices en conservant mes titres plutôt qu'en faisant tous ces allers-retours. Parce que quand on fait des allers-retours, il y a des aléas d'entrée, des aléas de sortie, des frais, 3 des frais d'entrée, 4 des frais de sortie. Et puis, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que euh, quand on garde pas les titres suffisamment longtemps en main, eh ben on touche pas des dividendes. Là, on rentre sur des titres qui deviennent à nouveau rentables, qui ont à nouveau des activités qui font du bénéfice, du chiffre d'affaires, etc. Si on les garde 2, 3 ans, c'est quand même intéressant d'avoir des dividendes à chaque fois. Hmm, très bien. Donc les liens pour télécharger l'indicateur, je vous l'ai envoyé, mais voilà, peut-être Christophe peut nous faire Alors, voir. vous allez simplement sur trainfrance.com, le site internet qui est ici. Vous cliquez sur indicateur Train France. Alors, vous avez des vidéos qui vous expliquent comment l'utiliser, etc. Et puis, vous cliquez pour télécharger. Et puis après, ça s'installe très rapidement. Ça s'installe sur ProRealTime version gratuite en données fin de journée. Euh, et puis voilà, après, si vous avez des questions, vous les posez sur Twitter. On est assez nombreux, je crois qu'on est 1600 maintenant, un truc comme ça. Donc il y a toujours quelqu'un qui peut répondre. Il y a bien une vingtaine de personnes qui maîtrisent l'indicateur aussi bien que je le maîtrise moi-même, peut-être certains même plus. Ah ouais. Donc il y a toujours quelqu'un pour répondre, et puis il y a des vrais passionnés. Ok. Alors il y a beaucoup de demandes de liens, du coup je les envoie. De Ok, toute façon, je les envoie à très tout le bien, monde, donc merci. vous devriez tous les voir. Normalement, le Twitter, son site internet. Alors, combien de valeurs dans votre combien de valeurs dans votre portefeuille? Plutôt 10 ou 30 pour gérer le ratio gain-risque de la part de Alors, Cédru.
Le nombre de valeurs dans mon portefeuille, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Avant la chute des marchés, je suis monté jusqu'à 21 valeurs. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, au-delà de 10, etc., on perd en rentabilité. C'est vrai, mais ce que je souhaite, c'est quand j'ai fini certains de mes trades, c'est que je garde toutes les valeurs en long terme, tant que la tendance long terme est bonne. Et donc, ce qui fait que j'ai un petit peu un esprit de collectionneur. Des valeurs qui sont haussières, je les conserve parce qu'elles sont toujours haussières et elles me rapportent toujours. Donc avant la chute des marchés, j'en avais 21 en stock. Pendant la chute des marchés, je les ai vues les unes après les autres sortir de la tendance et puis j'ai pris mes plus-values sur chacune. Aujourd'hui, par contre, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on est en marché baissier, même s'il y a eu un trend haussier court terme, moyen terme récemment. Actuellement, je tourne à 8-9 valeurs, mais en sachant que je rentre pas sur 8-9 valeurs d'un seul coup. Je rentre sur une valeur. Quand ma position a tenu, j'assure la deuxième position, j'assure le risque de la deuxième position avec les gains de la première position et ainsi de suite. Ok. Et d'ailleurs, ça me fait penser j'ai une question du coup. Est-ce que tu te focalises que sur les actions françaises quand par exemple le CAC est haussier, ou est-ce que voilà, tu varies le pays, enfin les actions selon la tendance d'un indice? Par exemple, le Alors, S&P est haussier. Est-ce que tu vas ouais. plutôt te focaliser sur les small caps américaines ou voilà? Alors, je vais rester sur les françaises et d'une manière générale même les européennes. Pourquoi? Parce que je reste toujours dans le cadre fiscal de mon PEA. Ah oui, c'est vrai. Ce Oui, bien qui sûr. m'intéresse, c'est d'avoir une fiscalité zéro sur mes plus-values et de faire du rendement composé qui joue son rôle au maximum. Si je partais sur des titres américains, etc., je serais plus imposé de la même manière sur mes Mm. plus-values et j'aurais plus les mêmes rendements. Et ce qui m'intéresse, si on fait un calcul tout simple, hein, sur 15 ans, si on s'ampute d'une plus-value chaque année, plutôt que d'avoir ne serait-ce qu'une taxation à la sortie, par exemple, hein, ça fait Ok. des différences énormes. Au lieu de multiplier, par exemple, sur 15 ans par 15 le capital, si on n'est pas amputé chaque année de la taxe sur les plus-values, les rendements composés font qu'en 15 ans, on a multiplié par 51 le capital. C'est les chiffres à retenir. En 15 ans, si on fait x15 en ayant une taxation chaque année, sans la taxation chaque année et les rendements composés, on fait 51. C'est beaucoup, ouais, en effet. Ouais, ça fait une sacrée différence. Mm. Et du coup, est-ce que la direction du CAC va influencer ta façon de trader, enfin, ou même tu vas pas rentrer, même si tu as un signal de ton screener, enfin de ton indicateur, est-ce que le CAC influence d'une Alors, quelconque façon? je devrais tout le temps trader dans le sens de la tendance, donc attendre que le CAC soit haussier et qu'il y ait un signal fortement haussier sur le CAC. Euh, Par contre, je ne le fais pas vraiment, en tout cas par rapport au CAC, hein. Pour toutes mes valeurs, je respecte le fait qu'elles soient haussières ou baissières, etc. Pour le CAC, je ne fais pas trop attention. Pourquoi? Parce que, euh, comment dire, imaginons que le CAC ait perdu énorme et puis que j'ai une opportunité de rentrer sur un titre comme Quantum, par exemple. Bah, j'aurais été bien bête de ne pas prendre ce signal-là parce que si demain le CAC redevient haussier, je pourrais bénéficier d'avoir Quantum déjà en portefeuille. Alors que sinon, je prendrais probablement beaucoup de nouvelles tendances de titres en cours et non pas depuis le début. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les prendre depuis le début puisque je recherche un point bas qui a très peu de probabilité de se faire retaper par la suite. Donc le CAC, je le regarde pas trop. Par contre, ça influe ma manière de trader dans le sens où quand un titre a pris 50, 100, 200%, comme bah, je citais Quantum à l'instant. On peut citer aussi Itelink, hein, la semaine dernière qui a pris 50%. Dès que je vois une faiblesse, je prends 50% de mes plus-values parce que les gains que j'ai pris là-dessus, ça m'assure plusieurs autres entrées après en toute sérénité sur d'autres titres. Et puis bah, le reste de la position, je laisse courir, mais quand le CAC est baissier, il faut savoir que on a des tendances qui vont peut-être prendre 50-100% et puis qui vont s'écrouler au bout d'un moment parce qu'effectivement, elles ont une force relative importante à l'instant T, mais que c'est très difficile de la maintenir sur une longue échéance. Mm. Ok. Alors Roger qui demande si le lundi il y a un gros gap baissier, il se passe quoi si le cours d'ouverture est bien en dessous du stop? Euh, alors, euh, on peut dire que c'est la même chose que des personnes qui peuvent dire, oui, mais la bourse, attention, ça peut baisser. S'il y a un crack, tu perds beaucoup. Alors, s'il y a un crack, on perd beaucoup si on était déjà en moins-value. En revanche, euh,
ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'il faut avoir soit un stop très très court, soit être déjà en plus-value. Par contre, si je suis toujours au moment où j'ai un stop très très court et que le lendemain, et puis que j'ai pris, je sais pas, je dis n'importe quoi, 2% et que j'ai un stop 3% en dessous, donc j'ai 5% de marge de manœuvre, et que le lendemain le cours ouvre, je sais pas, à -10, et ben je me prends -10, c'est pas grave, mais ça sort tout de suite. Mais bon, après, ça c'est sur une valeur, d'où l'intérêt de ne pas avoir une valeur en portefeuille, bien évidemment, il faut diversifier le risque. On commence par une valeur et puis après, on cumule avec d'autres valeurs et puis il y a un moment où le risque il est minime, puisque si sur, je dis n'importe quoi, imaginons j'ai 10 valeurs en portefeuille, s'il y en a une qui se prend -10, c'est pas très grave, ça fait -1 sur la totalité de mon portefeuille, hein. Tout à fait. Ouais. Et puis je suis pas à l'abri de la même chose, mais à la hausse. Je suis pas à l'abri d'une valeur qui va prendre +30 le lendemain à l'ouverture. Surtout qu'on est sur des small caps. Et c'est arrivé très souvent. Ok. Alors, question de Roger, ensuite je n'en vois plus, donc c'est le dernier moment pour poser vos questions, hein, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas. Alors Roger qui demande, est-ce que cet indicateur pourrait être intéressant pour prendre des positions sur les penny stocks bourse US? Bon, bah, je te laisse répondre même si tu as déjà répondu. Euh, oui, oui, ça pourrait être intéressant. Après, le comportement n'est pas le même que sur les stocks françaises. Et puis, il y a une chose qu'il faut regarder, c'est le pas de cotation, qui peut être important. Et dans ce cas-là, il faut avoir une stratégie de gestion du risque relativement importante pour que le pas de cotation ne vienne pas interférer nos ratios gain sur risque. Donc tout ça, c'est quelque chose à calculer. Mais ça pourrait s'utiliser, oui, sur les US. Isabelle qui demande, est-ce que vous placez votre stop en bas du canal? Bon, ça pareil. Alors, au début, lorsque je fais mon entrée, non, pas sur le bas du canal. Pourquoi? Parce que chacun a son propre money management, etc. Par contre, une fois que le bas du canal a dépassé mon cours d'entrée, et donc qu'il est plus haut que mon cours d'entrée, je vais régler mon stop effectivement sur le bas du canal pour une partie de ma position. Parce que si le bas de mon canal est tapé, je vais sortir, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sors pas de l'intégralité de ma position, je sors que d'une partie. Puisque si derrière la tendance long terme continue, j'aime bien en profiter. Si je me fais taper à 50% et que derrière j'ai une tendance à 500%, bah, j'aime bien avoir par exemple la moitié de ma position qui a continué et qui a pris des gains sur les 450% restants. D'accord, donc même si ça touche le bas du canal, tu coupes qu'une partie mais pas la totalité. Pas la totalité, juste une Ok, partie. ok. Alors, le code indicateur restera fermé? Point d'interrogation. Alors, oui, il restera toujours fermé. Il y a une raison très simple, c'est qu'il y a une dizaine d'années, comme je l'ai dit, j'avais un autre site sur lequel je développais des robots de trading, des indicateurs, etc. Avec le code qui était ouvert, et je me suis rendu compte très rapidement que certains avaient récupéré mes codes, qu'ils avaient légèrement modifié les indicateurs pour les vendre derrière, alors que moi je les donnais. Donc que quelqu'un se fasse du beurre sur quelque chose que je donne gratuitement, non. Et je sais que ça se reproduira, donc non, le code il sera toujours verrouillé. Et puis il y a une autre raison aussi, c'est que si je déverrouille le code, chacun va optimiser l'indicateur à sa sauce, etc. Et on va se retrouver avec 50 versions différentes de l'indicateur, avec des personnes qui comprennent pas pourquoi un tel a une entrée à temps et un tel a une entrée en dessous, etc. Ça va devenir très compliqué à gérer si jamais j'ouvre le code. Hmm. Ouais, je suis tout à fait d'accord, personnellement. Ok. Mais bon. Alors, Pascal qui demande, l'entrée en position se fait-elle après la clôture de la bougie, flèche verte entre parenthèses? Alors non, parce que je rentre à chaque fois sur des breakouts, c'est-à-dire sur la cassure d'un seuil, d'un niveau de prix. Ces cassures, très souvent, quand elles arrivent, en tout cas dans les configurations que je recherche, elles sont souvent très violentes. On prenait l'exemple tout à l'heure de qu'est-ce qu'on a? Ah bah, on a Katana sous les yeux. On peut prendre Katana sous les yeux. La cassure, on voit ici, elle est importante. C'est une bougie d'une semaine de quasiment 40%. Mais si on la regarde en journalier, elle est réellement importante. Je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est peut-être 10 ou 20%. Imaginons que ce soit 10%. Si j'attends la bougie close, ça veut dire que le cours aura déjà monté de 10% quand je vais rentrer le lendemain. Et que peut-être, ce que je vais me prendre en pleine figure, c'est la consolidation.
Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est rentrer juste après la cassure. Il y a une autre raison, c'est que le breakout, il doit être franc et puissant. Si la cassure est un échec et que le cours repart à la baisse, je le sais tout de suite et je perds pas grand-chose, je perds moins de 3%. Alors que si j'attends une bougie close et que j'attends que mon scénario soit invalidé, si j'ai déjà pris 10%, ça veut dire que je me prends moins 10% avant de constater que finalement la cassure est un échec. Donc je rentre à chaque fois sur seuil de déclenchement au moment, à l'instant vraiment où il y a la cassure du plus haut. Ok. Bon, alors il y a deux dernières questions. Alors, deux questions de Roger. Alors, c'est-à-dire quoi code fermé? Alors, code fermé, ça veut dire tout simplement que le code, le programme n'est pas visible. Vous pouvez pas avoir la programmation qui est derrière. Vous pouvez utiliser l'indicateur, mais vous pouvez pas l'ouvrir, modifier le code et voilà. Vous pouvez pas personnaliser le codage. C'est ça. Et donc, la dernière question, quand vous détectez une opportunité, rentrez-vous en plusieurs fois, première journée 25% du capital dédié à cette action, plus 2 jours après 25%, etc. Alors oui, je rentre en plusieurs fois. J'aime bien pourquoi? Parce que ça permet de limiter le risque. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si je fais une première entrée, par exemple, avec 1000 euros et que je veux prendre 30% de risque, je mets mon stop loss avec 3% de risque, je mets mon stop loss 30 euros en dessous. Et si je suis pas tapé, le cours continue à monter. Quand le cours continue à monter, si je fais une seconde entrée à 1000 euros, je vais prendre à nouveau un risque de 30 euros. Mais ce que je vais faire sur la première position, je vais remonter mon stop loss 30 euros au-dessus de mes 1000 euros d'entrée de manière à ce que si je suis tapé, je perde zéro. Ce qui me permet comme ça de cumuler des fois 5, 6, 7 positions uniquement avec un risque initial de 30 euros. La seule chose que j'ai risqué, c'est les 30 euros du début. J'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube, si vous voulez jeter un œil, où j'ai un tableau Excel où j'explique tout ça avec les niveaux, etc. C'est des stratégies de couverture qui sont utilisées par les gestionnaires d'actifs pour les assurances, pardon. J'étais en train de chercher mes mots. Donc oui, je peux pyramider plusieurs fois pour rentrer. Ça fait effet boule de neige. Voilà. C'est ça, avec un risque initial qui est somme toute très faible. Mhm. Si on rentre 10 000 euros en 10 fois, alors qu'on a eu seulement un risque initial de 30 euros sur la première position, c'est royal. Très bien. Est-ce que tu as un mot de la fin? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bon, même si on a déjà partagé les liens, voilà, voilà, je te laisse nous partager si t'as un mot à Bon, le communiquer. mot de la fin, si j'avais juste un conseil, si je pouvais revenir 10 ans en arrière et me donner à moi-même un conseil, en fait, j'en donnerais deux. Le premier, c'est de risquer très très peu à chaque fois et d'attendre d'être patient pour avoir une configuration avec un très faible risque. Et le deuxième conseil, c'est de ne jamais sortir complètement d'une position en plus-value, mais de prendre une partie de ses gains et de laisser courir le reste. Et puis bah après, pour me retrouver, vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur trendfrance.com. Ok, de toute façon, tous les liens seront dans la description de la vidéo qui sera disponible sur replay. Et voilà, écoute, je te remercie Christophe pour cette vidéo. Bah, Vraiment merci beaucoup et puis merci très à tous pour sympathique. votre attention. Et bien, écoute, à bientôt, hein. On se retrouvera probablement sur Twitter et voilà, je te souhaite le meilleur. À Voilà. bientôt avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous Au pour votre revoir. attention et bonne journée à vous. Au revoir.